L'échiquier international, bienvenue. Les dirigeants de l'OTAN, environ 31 nations, se sont donné rendez-vous à Vilnius, Lituanie, aux portes de la Russie pour évoquer de nombreux sujets, la plupart touchant de près ou de loin à la posture à tenir de l'Alliance à l'endroit de Moscou sur fond d'opération spéciale en Ukraine, en dépit du coup d'accélération de l'entrée de la Suède au sein de l'Alliance. D'autres embroglios demeurent, comme la réponse formulée d'adhésion de Kiev, ou encore la politique à tenir au-dessus de ce conflit russo-ukrainien qui entame son 500e jour d'opération. Mais les hésitations de l'OTAN s'évanouissent à propos d'autres mesures, comme l'envoi d'armes controversées, comme les bombes sous munitions. L'acte est inédit, mais Washington a validé le transfert de ce genre d'armement particulier, pourtant drastiquement cadré par la législation américaine. De son côté, le président français Macron-Emmanuel, présent également à Vilnius, avec une politique se confondant avec celle de Washington sur la posture à tenir, promet lui la livraison de missiles de longue portée, les fameux Scalp, dont l'efficacité permet d'atteindre des cibles en profondeur. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole du Kremlin a évoqué un sommet anti-OTAN et que la Russie allait prendre des contre-mesures dans le conflit en Ukraine. Puis en seconde partie de l'échiquier, nous évoquerons une information passée inaperçue de la plupart des radars médiatiques, à savoir le transfert controversé des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Est-ce la fin des libertés privées en Europe et surtout quelles conséquences pour les grandes entreprises et les fleurons industriels européens? Voilà le contenu des échanges de l'échiquier de ce soir et ça commence dans quelques secondes. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Gamal. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être des nôtres. Alors Gamal, le sommet de l'OTAN se tient à Vilnius durant 2 jours. Le représentant Volodymyr Zelensky est arrivé vers les coups de 15 heures. Il n'a pas tardé d'arguer que son pays mériterait de rejoindre l'OTAN pour bénéficier du bouclier protecteur de l'Alliance une fois la guerre terminée, pour dissuader de futures éventuelles offensives de la part de Moscou et encore. Mais Washington et Berlin se sont montrées réticentes. Preuve en est, une promesse d'adhésion a été avancée, mais sans précision de calendrier. Vous savez, c'est un peu l'arlésienne. On entend toujours parler de cette promesse d'adhésion. C'est pas la première fois qu'on propose à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Le problème, c'est que l'adhésion à l'OTAN équivaut à une sorte de bloc qui soit quasiment frontalier à la Russie. Il y a eu plusieurs séries d'adhésions, 99, 2004. Et ça a toujours été un OTAN qui allait plus à l'Est alors qu'on était censé être sorti de la guerre froide depuis 91. Donc cette adhésion réclamée par Volodymyr Zelensky, qui est avec déclencheur de la guerre, il ne faut pas l'oublier, cette adhésion est réclamée par un homme qui ne se rend plus compte des réalités. Je rappelle tout de même qu'hier, il a été humilié par les Sud-Américains qui ont refusé de le recevoir, rappelant que ce n'était pas leur guerre et qu'il y avait d'autres priorités pour eux, à savoir par exemple la reconnaissance des massacres dans l'esclavage et de la traite négrière. C'est une des questions qu'ils ont abordées pour dire si vous avez des questions primordiales pour vous, nous avons une question à nous. Et donc aujourd'hui, il va dans une situation extrêmement difficile puisque son pays est aux abois. Il n'a plus les moyens de réunir des combattants. On se rend compte qu'il est capable d'aligner 150 000 hommes alors qu'il prétendait en avoir 1 million l'année dernière. On se rend compte qu'il est incapable de faire une percée décisive dans des défenses russes qui sont largement renforcées depuis qu'il préparait cette fameuse contre-offensive qui ne donne rien. Et donc aujourd'hui, aux abois, il va à l'OTAN dans l'espoir qu'un miracle se produise. Sauf que l'OTAN dit et précise bien de façon très claire qu'un membre ne peut adhérer à l'OTAN que s'il est en paix et non en guerre. En l'occurrence, l'Ukraine est en pleine guerre, évidemment, n'est pas prête d'en sortir, s'enfonce de plus en plus en difficultés économiques, on le sait, espérer rentrer à l'Union européenne, ce qui sera là aussi difficile à imaginer, mais une chose est certaine pour M. Volodymyr Zelensky, c'est que son rêve de rentrer à l'OTAN est un rêve qui ne sera jamais concrétisé parce que les États-Unis ne veulent pas l'entendre parler, même s'ils lui ont fait croire un temps que c'était possible, que l'Allemagne, pour des raisons économiques évidentes, ne veut pas non plus en entendre parler. L'Allemagne a une très difficile histoire avec la Russie qu'on connaît très bien depuis 1945, et surtout, évidemment, que d'autres pays qui prétendent voir rentrer l'Ukraine sont les pays les plus verts en guerre, comme par exemple la Pologne, qui a un passé difficile avec la Russie et qui a des comptes à régler. Mais en vérité, il n'y a aucune chance que l'Ukraine aujourd'hui adhère à l'OTAN. Gamal Abina, on l'a dit, réticence donc de Washington pour l'adhésion de l'Ukraine, mais d'un autre côté, les Américains sont en passe de livrer des armes sous munitions
interdites par les conventions internationales. Donc un mot pour nos téléspectateurs, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Une partie des projectiles largués n'explose pas, devenant ainsi des mines terrestres pouvant mettre jusqu'à des années avant de se déclencher. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, la grande majorité des victimes de ces dernières sont des civils. Donc la région serait dangereuse en dépit d'une future éventuelle paix. Alors, il faut vraiment traduire ce que veut dire arme à sous-munitions. C'est gentil, ça a l'air mignon comme mot, mais c'est pas mignon du tout. On a vu ces armes déployées, par exemple, en Angola. 10 millions de mines qu'on appelle antipersonnelles. Je traduis. C'est des petites mines qui sont disséminées de façon aléatoire avec ces lancements de roquettes, qui sont des porteuses de ces fameuses petites mines, qui sont disséminées partout, qui sont impossibles, évidemment, à retirer. Il faut des années pour pouvoir les retirer, pour déminer le territoire. Donc, les terrains sont impraticables. Et en Angola, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des adultes qui sautent sur ces mines antipersonnelles. Donc, c'est des mines qui sont destinées non pas à tuer, mais à blesser, à amputer, à massacrer les populations civiles et militaires, dans le but, effectivement, de remporter une guerre ou au moins de faire très mal à l'ennemi. On a vu ça au Sud-Liban, par exemple. Israël utilisait beaucoup ces fameuses armes à sous-munitions. On l'a vu au Vietnam. Les Américains ont beaucoup utilisé ces armes. Il a fallu quasiment 50 ans pour espérer déminer le territoire. On sait qu'en Algérie, par exemple, la dernière opération des minages remonte à 5 ans. Il y a 5 ans, la guerre, c'était 60 ans. C'est vous dire 55 ans pour déminer un territoire comme l'Algérie qui était immense. Donc ces armes à sous-munitions, c'est des termes qui ont l'air inoffensifs. Dans les faits, c'est des armes barbares qui ne sont pas interdites par les conventions internationales. Il y a des conventions qui les réclament l'interdiction, mais les pays qui sont signataires sont peu nombreux, ils ne sont pas légion. Les États-Unis, évidemment, refusent de les signer, la Russie, bien évidemment, Israël, bien évidemment. Il y a tout un tas de pays comme ça qui ont tout intérêt, parce qu'ils possèdent des quantités considérables de ces armes, à les utiliser. Et l'Ukraine serait très intéressée, parce qu'elle n'est pas signataire de cette convention d'interdiction de ces armes, de pouvoir les utiliser pour empêcher qu'il y ait une contre-offensive, cette fois-ci de Russes, en Ukraine. Mais la juridiction américaine encadre drastiquement ce type d'armes. J'en parle même pas de la livraison. Donc, et pourtant, elle se fait. Alors elle se fait parce que les Américains sont avant tout des gens qui calculent. Ils calculent leur intérêt, ils calculent leur rapport géopolitique, ils calculent le rapport de force qui est de plus en plus aujourd'hui en Ukraine en faveur des Russes, ils le savent, et ils veulent dans une négociation à venir, on sent qu'elle arrive, parce que le Washington Post en a fait référence et d'autres, il y a des fuites qui commencent à arriver, dans une négociation à venir, il faudrait que les Ukrainiens obtiennent une victoire même symbolique aujourd'hui, puisque les victoires significatives sont impossibles, puisqu'il n'y a pas d'aviation et que les Américains refusent de livrer les avions avant un an au moins. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, mais je ne crois pas trop. L'intérêt des États-Unis, c'est à la fois d'avoir un pays comme l'Ukraine qui est endetté à vie. Il faut être très clair, l'endettement de l'Ukraine est record parce que rien n'est donné, tout est prêté. On ne donne pas aux États-Unis, on prête. Comme le plan Marshall, on a prêté, et comme les armes pour la Seconde Guerre mondiale ont été vendues. Mais on ne donne rien. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte, se débarrasser d'un stock considérable d'armes à sous-munitions, parce qu'ils en ont, je crois, près d'1 million, il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est une estimation, encore une fois. Et que c'est une bonne affaire de voir dans un conflit de haute intensité, comme le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, de pouvoir livrer ces armes très rapidement, avant de pouvoir, peut-être plus tard, devenir signataire de ces fameuses conventions qui interdisent les armes barbares, qui, évidemment, ont des conséquences, non pas seulement pendant la guerre, mais durables après la guerre, pendant des décennies. Autre sujet de ce sommet à Vilnius, donc après l'adhésion de la Finlande, dont c'est le premier sommet en tant que membre de l'OTAN, l'accord de la Suède a été donné après les longs atermoiements d'Ankara. La Turquie, pays proche de Moscou, et en même temps membre de l'OTAN, la Turquie d'Erdogan a un pied dans différents camps, comme on le voit. Donc si une guerre est déclenchée, on ne l'espère pas, mais si une guerre est déclenchée avec un des membres de l'OTAN, de facto tous les pays seraient en conflit avec Moscou. Quelle serait l'attitude d'Ankara ? Alors, je vais être très clair avec vous. J'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais à Istanbul, un ancien député de Erdogan, qui était quelqu'un qui était d'ailleurs qui avait concouru pour être maire à Istanbul, quelqu'un de fort sympathique, Azmi. Et il m'a expliqué un petit peu, parce que je lui ai posé beaucoup de questions. J'étais très critique vis-à-vis de ce qu'avait fait Erdogan par rapport aux révolutions dites du printemps arabe. Donc, ces fameuses révolutions de 2011 où il a accompagné les oppositions en général, qu'on appelle frères musulmans. Un peu plus qu'accompagné, hein. Oui, quand je dis accompagné, ça ne fait En Syrie surtout. Oui, pas seulement en Syrie, aussi en Libye, on le voit bien aujourd'hui, parce qu'il défend les intérêts personnels. Je veux dire, la Libye, c'est une question de pétrole et de gaz, des contrats qui devaient être négociés. La Syrie, évidemment, c'est une question de prestige et puis en même temps de pouvoir avoir l'ascendant dans la région, parce que la Turquie reste un ancien empire qui a quand même des nostalgies vis-à-vis de ce fameux empire ottoman, ce qu'on peut comprendre. Et surtout, Erdogan, et c'est là où on peut que lui tirer notre chapeau, est un stratège. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que depuis qu'on a tenté de l'assassiner le 15 juillet 2016, il a compris qu'il était comme Saddam Hussein un outil utile de l'Occident qu'on aurait pu faire
qu'on aurait pu tuer. Et le fait qu'il y ait une relation proche de Poutine, c'est qu'apparemment, il n'y a pas de certitude, ce seraient les services de renseignement russes qui l'auraient aidé pour échapper à cette tentative d'assassinat de lui et de sa famille. Donc Erdogan l'a un petit peu mauvaise. Il voit qu'on le balade depuis 57, depuis la demande d'adhésion à l'Union européenne. Il voit effectivement aussi l'intérêt supérieur de la nation turque qui a bénéficié à plein de ce qui s'est passé dans les pays arabes, puisque finalement c'est les Turcs qui alimentent pour l'essentiel en produits manufacturés les pays arabes aujourd'hui, qui ont aidé le Qatar récemment. On se souvient de la tentative de renverser, de faire une guerre au Qatar de la part de l'Arabie. Donc Erdogan travaille avant toute chose, et c'est en cela qu'on peut que leur féliciter, en vérité, il faut être honnête, il travaille pour son pays. C'est-à-dire que les relations qu'il a avec la Russie sont bonnes, bien que la Turquie et la Russie ont connu de nombreuses guerres qui les ont opposées, que ce soit les Ottomans ou les Turcs. Même le fameux, pardon, je vous coupe, le fameux épisode de l'avion abattu, l'avion russe abattu de la part des forces turques. Mais c'est vrai qu'ils ont négocié, ils sont arrivés à une paix, on va dire. Les Turcs fonctionnent par intérêt et par négociation et rapport de force. Et ils disent aux Russes, on vous respecte comme vous nous respectez, ce qui est visible. On voit par exemple ce qui s'est passé au Haut-Karabakh. Les Turcs ont remporté la mise avec l'Azerbaïdjan contre ceux qui étaient soutenus par les Russes, qui étaient donc les Arméniens. Donc sur plusieurs théâtres d'opération, ils s'opposent, mais ils savent parfaitement faire des accords de gentleman agreement. Ils se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord pour ne pas aller trop loin. Et en même temps, c'est eux qui ont négocié les accords sur les céréales pour l'Afrique. C'est eux qui ont proposé effectivement de négocier à la fin de la guerre, dès le départ d'ailleurs, contre l'Ukraine. Les Russes et les Turcs savent discuter, savent parler, connaissant les rapports de force. Ils ont un pied dans l'OTAN, on le sait, ce qui fait qu'ils ont un poids prépondérant dans l'OTAN, puisqu'ils doivent être, il doit y avoir l'unanimité pour faire augmenter le nombre d'adhérents, et ça a été négocié aujourd'hui. Mais surtout, ils cherchent leur intérêt politique et économique. La Turquie est montée en puissance parce que précisément, la chose qui intéresse les dirigeants turcs, c'est la Turquie. Et de ce point de vue-là, il y a un travail remarquable qui est fait par les Turcs, 20e puissance économique mondiale. Erdogan, on le voit, fait de la grande politique. Gamal Abina, je voulais aussi vous interroger sur un autre aspect, cette fameuse adhésion de la Suède à l'OTAN, qui abandonne sa neutralité historique, puisqu'en adhérant à l'OTAN, le sol suédois pourrait concentrer des missiles en cas de guerre avec Moscou. D'ailleurs, même sans guerre avec Moscou, le terrain suédois peut accueillir ce type d'armes. Mais on a glosé sur cette neutralité, mais je ne sais pas si on pourrait rappeler ça à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on pourrait dire que les fameux réseaux Gladio, les réseaux Staybihan, cette armée clandestine de l'OTAN, avait déjà intégré des cellules prêtes à en découdre avec Moscou sur le sol même suédois. Donc en fait, c'est une fausse neutralité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le réseau Gladio, le réseau Staybihan? C'est toujours pareil, c'est des réseaux d'influence qu'on connaît très bien, qui sont en sous-jacent. En vérité, c'est comme la CIA et comme tout un tas d'instances américaines. Ils ont effectivement un rôle prépondérant, ils ont un rôle d'influence. On se rappelle aussi à l'époque de la guerre froide, quand la Pologne était, par les syndicats Solidarnosc, était le bras armé de l'Occident finalement, et on a fait tomber l'URSS par ce genre de pression. Les Suédois n'ont jamais été, je vous le confirme, n'ont jamais été neutres. C'est une vue de l'esprit. Pour deux raisons. La première, parce que d'abord, la Suède est la plus avancée par rapport à la Russie. Ensuite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un territoire en Allemagne qui est toujours sous contrôle russe, hein, c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier celui-là, et puis surtout, et c'est le plus important, parce que la Suède ou la Finlande ont eu maille à partir avec les Russes de l'ex-URSS, ont eu maille à partir, c'est des pays qui étaient sous la menace, c'est des pays qui ont fait la guerre à la Russie historiquement, c'est un peu comme les Turcs, il y a eu des confrontations violentes, mais la Suède se voulait, même si c'était pas vrai, comme un pays qui aurait été soi-disant neutre. On peut penser que c'est une forme de Suisse, mais c'est une fausse Suisse. Je dirais, il n'y a même pas besoin d'ailleurs de missiles en Suède pour menacer la Russie, aujourd'hui c'est ridicule. On se souvient de la crise des Pershing dans les années 80, la RFA, l'ex-RFA, donc la République fédérale allemande, avait des missiles américains nucléaires Pershing qui pouvaient toucher l'URSS. Mais aujourd'hui, la question de positionnement, de pré-positionnement de missiles dans la région n'a aucun sens. Avec les missiles hypersoniques, qu'on tire des États-Unis ou qu'on tire de la Suède, le résultat est le même. On peut plus les arrêter. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Suède va intégrer aussi facilement l'OTAN. Pas simplement parce qu'il y a une négociation sous-jacente qui s'est faite, on pourra en parler si vous voulez, entre la Turquie effectivement et l'Union européenne. Aujourd'hui, on est dans des négociations de marchand de tapis, mais la Suède est de fait, de facto, un membre de l'OTAN, même s'il ne l'a pas dit. Juste avant la réunion de l'OTAN à Vilnius, Bruxelles a validé le transfert de données personnelles à partir de l'Europe vers les États-Unis. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir aussi d'accueillir le second invité du jour, Nazim Sini, enseignant en économie
Alors, on l'a dit, c'est une mesure controversée. Deux tentatives précédentes avaient été avortées, deux tentatives juridiques, j'entends. Alors, Nazim Sini, bonsoir. Bonsoir. Si je comprends bien, on va permettre le transfert de données des Européens vers les États-Unis. Des législateurs avaient avancé des craintes que ces données tombent dans l'escarcelle des services de renseignement américains. Est-ce que ces peurs sont légitimes ? Tout à fait. D'abord, elles sont légitimes et surtout, elles sont compréhensibles dans le sens où vous imaginez les données qui sont générées par les citoyens européens vont pouvoir transiter de manière la plus légale et de manière la plus simple vers les serveurs américains. Et en fait, si vous voulez, d'abord, c'est une violation des règles élémentaires des relations internationales. Ça viole également la souveraineté des pays membres de l'Union européenne et c'est aussi un danger très grave car ça ouvre la porte à de l'espionnage de masse. Et on le sait très bien, d'ailleurs, la plupart des services de surveillance et des services secrets en Europe avaient révélé déjà il y a quelques années qu'il y avait des écoutes massives des partenaires américains qui surveillaient, qui écoutaient des chefs d'État et même des chefs de gouvernement européens. Donc vous imaginez là cette décision de Bruxelles, d'abord, on la comprend pas. Donc on se doute bien qu'il y a dû avoir certainement des pressions, un lobbying très puissant de la part de l'administration Biden. Et aujourd'hui, Bruxelles a clairement et simplement cédé aux exigences américaines. Gamal Abina, une réaction sur cette affaire de transfert de données des Européens vers les États-Unis? Déjà, je veux saluer Nazim Sini, qui est un ami et qui est excellent dans l'exercice de son travail dans l'économie. Simplement, effectivement, ça a été souligné, la question des databases, comme on les appelle, les bases de données, les banques de données, c'est une question éminemment de souveraineté nationale, parce que ça ouvre la voie à beaucoup d'espionnage, qu'elle soit politique, mais aussi industriel, économique, et surtout, ça casse complètement l'idée selon laquelle il y a une protection des données. Donc la protection des données aujourd'hui, c'est essentiel par les smartphones. Des données, c'est la vie individuelle, la vie particulière, enfin la sécurité personnelle qui est mise en danger, parce qu'une fois qu'on les utilise, ces données, on peut en faire ce qu'on veut, on peut utiliser pour le commerce, on peut faire du chantage, ça a été vu récemment dans d'autres affaires que je ne vais pas citer ce soir, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la pression à partir de la mobilisation de ces données permet beaucoup d'écarts en matière de démocratie, puisqu'on parle bien de droits humains, on parle de démocratie au sens noble du terme, comme c'est beaucoup vanté en Occident. Et bien cette confiscation des données pour la plus grande puissance en plus mondiale, après les GAFAM, on a maintenant l'autorisation littéralement par l'État américain, par les services américains, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à partir de données qu'ils peuvent tracer, qui peuvent parfaitement expliquer le parcours psychologique d'une personne, le parcours politique, les ambitions de quelqu'un. C'est extrêmement dangereux, il faut se méfier de ce genre de négociation, parce que, enfin, c'est même pas une négociation, parce que c'était fait dans le sous-bois, enfin, de façon cachée, il n'y a même pas de volonté de vouloir passer par la loi ou par un cadre légal. Et ces questions se posent aussi en France. Par exemple, là, ils sont en train d'envisager une chose qui est très grave. Ils veulent utiliser notre smartphone comme espion si une personne est soupçonnée de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc n'importe qui peut devenir son propre informateur à ses dépens. Donc c'est des questions qui ont du sens, qui doivent être questionnées. Je pense que si c'est pas fait, on aura de grosses dérives qui rappelleront vraiment Big Brother is watching you. On est en plein Orwell. En plein dedans. Nazim Sini, question d'ordre historico-philosophique. L'Europe est une civilisation qui se targue de se bâtir sur la notion de la liberté. On peut dire que cette notion, plutôt ce socle avec cette mesure controversée, est sérieusement entachée, non ? Complètement, surtout que vous savez que les Européens s'érigent en défenseurs des droits fondamentaux, notamment sur le respect de la vie privée. Je tiens à rappeler aussi, d'ailleurs, si vous me permettez une petite parenthèse, je voudrais saluer aussi mon ami Gamal, avec qui nous avons beaucoup d'échanges, et je rejoins parfaitement ce qu'il a dit. En fait, ça pose une question, comme vous avez dit, sociologique, philosophique, et puis même sur l'orientation que l'on veut donner à la société occidentale, à savoir le contrôle de la vie privée des individus et plus particulièrement de la société civile. Et sans parler aussi de l'espionnage industriel qui peut être généré par ce type de récolte de données. Je tiens juste à rappeler également que vous avez une véritable guerre commerciale qui est livrée entre deux grosses entreprises américaines et européennes, notamment Airbus et Boeing. Et vous savez qu'à travers l'espionnage réalisé par les Américains en Europe, et ils ont pu affaiblir par moments Airbus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de vraies questions qui se posent en Europe sur la vision qu'ont les Européens de la citoyenneté, de la démocratie, du respect de la vie privée, sachant... Et du secret industriel aussi, puisqu'on vous le rappelle.
Tout à fait, vous avez complètement raison. Et surtout, je tiens à rappeler que c'est quand même eux qui avaient érigé qui avaient sorti la première loi, qui avaient promulgué la première loi sur la RGPD. Donc le respect et la protection des données. Donc c'est quand même étonnant qu'il y ait cette dichotomie, c'est-à-dire cette facilité, passez-moi l'expression, à se vendre aux Américains, mais d'un côté, de s'ériger en défenseur des droits fondamentaux. Voilà, c'était les éclaircissements de Nazim Sini qu'on va devoir libérer malheureusement parce qu'il est tenu par des engagements. Nazim Sini, merci d'avoir été avec nous et j'espère à très vite. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Gamal Amina, dernière question, comment expliquer justement cette absence de pare-feu par rapport à cet espionnage, cet espionnage américain? Il y a eu l'affaire Alstom, il y a eu l'affaire Boeing. Comment ça se fait qu'on est en train de voler, dans quelque sorte, tout le secret, tout le savoir-faire des Français, en l'occurrence, sans qu'aucun législateur, sans qu'aucun politicien, sans qu'aucun, je ne sais pas, média ne s'intéresse à l'affaire et va plus loin pour l'arrêter, pour canaliser ce type d'opération? Vous savez, il y a beaucoup de lâcheté. Par exemple, les Chinois ont su, à chaque fois qu'on était venu leur faire des histoires, utiliser des mesures de rétention. Parce que les Américains ont la capacité de pouvoir frapper où ils veulent. Ils pouvaient d'ailleurs, ça va changer, où ils veulent, quand ils veulent, parce qu'ils avaient cette fameuse puissance du droit et du dollar américain qui contrôlait le monde. C'est-à-dire que pour sanctionner une entreprise, il suffisait de l'étouffer par rapport au dollar. Donc cette hyperpuissance américaine chère à Hubert Védrine a été bien entendue par les Français, mais pas seulement, les Européens en règle générale, hein, parce que les Anglais ou les Allemands ne sont pas meilleurs là-dessus. Et ils ont peur. Ils ont peur de voir les mesures de rétention. Je prends un exemple très concret. Quand la France est opposée à l'agression en 2003 contre l'Irak, et avec le discours de Védrine, pas de Védrine, de Villepin, excusez-moi, oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains immédiatement ont utilisé leur bras armé économique pour faire des sanctions à la France et pour leur faire payer le fait d'avoir juste relevé un peu la tête et d'avoir dit on n'est pas d'accord parce que vous ne respectez pas le droit international. On parle de droit, on ne parle pas d'autre chose. Les Américains ne le respectaient évidemment pas, vont envahir l'Irak, vont massacrer l'Irak, vont détruire un pays qui a quand même 6000 ans d'histoire, je le rappelle, et ne sont inquiétés par personne, parce qu'à ce moment-là, c'était la fête. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, où ils voulaient dans le monde, et cette prédomination américaine qui est aujourd'hui remise en cause, on le voit très bien, on le voit même en Amérique du Sud, comme j'expliquais par rapport à Zelensky, cette prédomination américaine a été questionnée et maintenant commence à être largement discutée. Les Américains sont un colosse au pied d'argile, comme disait Mao Zedong, je recite encore un dirigeant qui leur était un peu opposé. Il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même un colosse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dangereux, qui ont des moyens de coercition considérables, qui se réduisent aujourd'hui, mais tout de même. Et donc la lâcheté, parce qu'il faut parler des mots qui fâchent, c'est de la lâcheté. De ne pas vouloir affronter l'Amérique au motif, alors que l'Europe quand même devrait être une puissance qui compte, que politiquement les Européens ne sont pas d'accord entre eux parce que certains sont pro-américains, d'autres moins, fait qu'un pays tout seul comme la France, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie ne peuvent absolument rien faire pour protéger leurs données personnelles, pour ne pas subir l'espionnage que les Américains pratiquent de façon ostentatoire, parce que tout le monde connaît le réseau échelon à l'époque, mais tout le monde connaît l'histoire de Pegasus, et les Américains ont l'équivalent. Tout ça existe, mais le problème c'est que la lâcheté générale, qui est une ambiance en Europe qu'on constate, ne serait-ce que pour la guerre en Ukraine, ils étaient obligés de dire oui, alors qu'il n'y a rien de les pousser à le faire. Il y a simplement pour dire que cette lâcheté fait que les États-Unis sont actuellement dans un confort assez relatif, mais un confort important vis-à-vis de l'Europe, confort qui devient moins et moins évident en Asie, en Amérique du Sud et dans les pays de l'Est, que ce soit la Chine ou la Russie, mais les États-Unis, effectivement, dominent totalement l'Europe occidentale. Gamal Amina, dernière question. Jacques Sapir, il connaît bien la Russie, qui est aussi un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, notamment de l'art militaire russe. Il avait dit il y a 6 mois que les négociations entre les Russes et les Ukrainiens pour cette guerre, pour le conflit russo-ukrainien, débuteraient en juillet ou en août maximum, voire septembre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que cela arrive? Je vais être honnête avec vous, on m'a posé la question hier sur un média, on m'a dit est-ce que j'étais étonné de voir Prigojine s'entendait bien avec Poutine? Je dis non, j'ai dit dès le départ que c'était une intoxication. Poutine est un homme qui était stratège, qui joue aux échecs, et donc effectivement les négociations, je ne m'aventurerai pas à dire juillet-août, elles commencent à se faire parce que les Américains se sont rapprochés des Russes, maintenant c'est documenté. La catastrophe en termes humains et matériels du côté ukrainien est consommée. Les Américains ne veulent pas exposer d'autres matériaux parce qu'ils ont peur, d'autres matériels militaires, parce qu'ils ont peur de voir les capacités offensives russes qui détruiraient et humilieraient tous les chars et les avions américains. Donc ils veulent éviter cela. Et la négociation se fera parce que de toute façon l'Ukraine a perdu la guerre dès les premiers jours. On oublie tout le temps de dire, la première frappe russe a détruit la totalité des capacités offensives aériennes ukrainiennes, ce qui fait que l'Ukraine
l'Ukraine va sur un terrain où elle se fait massacrer parce qu'il n'y a pas de couverture aérienne, il n'y a pas de missiles, il n'y a plus rien pour les protéger, que les Européens donnent compte-gouttes les armements et que les Américains ne veulent rien donner parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils se rendent bien compte que le combat est perdu. Donc il a raison sur un point, la négociation va démarrer, pas officiellement, mais ça se fera. Et il a raison sur un second point, ils ne peuvent pas de toute façon ne pas négocier parce que l'Europe a besoin de gaz, que les réserves de gaz qui ont été largement entamées avec un hiver doux, l'hiver dernier était doux, ça a été largement entamé l'hiver dernier, ils ne pourront pas affronter un nouvel hiver s'il est rigoureux sans gaz. Donc tout le monde a intérêt à arrêter cette guerre. Les Américains se sont fait beaucoup d'argent parce qu'évidemment ils ont endetté un pays qui va devoir rembourser et qui va certainement vendre beaucoup de ses actifs de façon déguisée pour rembourser ses dettes faramineuses que subit l'Ukraine. Quant à la Russie, c'est le grand vainqueur en vérité puisqu'elle n'a reculé sur aucun front. Contrairement à ce que disent les médias français qui disent n'importe quoi, les Russes sont les grands vainqueurs. Merci Gamal Amina pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir été des nôtres. Voilà, ça sera tout pour l'édition de l'Échiquier international du jour. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News et je vous dis à dimanche.